tous. Très contente de vous voir, de vous retrouver aujourd'hui. Donc, bienvenue à notre rencontre du mercredi. Donc, je me présente comme à l'habitude, Catherine Pilon, organisatrice communautaire, Fédération des locataires d'HLM du Québec. J'aurai le bonheur de co-animer aujourd'hui avec Robert Pilon, coordonnateur de la Fédération des locataires. Bonjour Robert. Bonjour tout le monde. Et comme vous le savez, nous avons un invité spécial aujourd'hui. Donc, Monsieur Eddy Jacquemart, qui Bonjour est à toutes et à tous. français. Bonjour Eddy. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui par le biais de la technologie moderne. On peut tout maintenant avec Zoom. Oui. Donc, avant de présenter officiellement Eddy dans toutes ses réalisations et pourquoi on l'a invité aujourd'hui, dans le fond, j'aimerais vous rappeler les petites consignes de base. Comme à l'habitude, aujourd'hui, la séance est enregistrée, donc libre à vous de laisser votre caméra ouverte ou fermée. La séance d'aujourd'hui se retrouvera sur notre site Internet afin que ça bénéficie au plus grand nombre. Puis même pour vous, si vous souhaitez le partager ou le réécouter, ce sera disponible sur notre site. Je vous demande de couper votre micro. Il y a des gens que je coupe, ça fait 2 fois. Donc, parce que si des fois on ne se rend pas compte, il y a un bruit ambiant et ça empêche certaines personnes de bien comprendre ce qui est dit. Donc, au moment des échanges, on va vous permettre de réouvrir vos micros sans problème. Entre-temps, on vous demanderait de garder votre micro fermé. Sinon, vous dire que durant les présentations, si vous avez des questions, c'est comme à l'habitude, vous pouvez m'écrire dans le chat. Moi, je prends les questions en banque. Il y aura des périodes de questions durant la présentation. Donc, à la fois, ceux qui souhaitent parler pourront lever la main, parler de vive voix, et ceux qui souhaitent que je rapporte leurs questions. Donc, vous pouvez nous écrire dans le chat. Ça va vraiment nous faire plaisir de rapporter vos questions ou vos commentaires. Donc, voilà pour le déroulement. Donc, aujourd'hui, dans le fond, notre sujet, c'est le logement social en France. Mais pourquoi on fait ça aujourd'hui? Dans le fond, comme vous savez, au Québec, il y a eu au départ, au niveau du logement social, la construction de nos HLM. Il y a eu des subventions données pour la construction et ensuite, il y a des subventions qui sont données pour à la fois la rénovation du parc et pour absorber le déficit d'exploitation. Au niveau du logement social, on a également eu des programmes. La semaine dernière, on a discuté des accès logis avec des gens qui vivaient en logement abordable. Donc, d'autres programmes qui ont permis le développement du logement social. Et avec la nouvelle entente fédérale provinciale, on a l'opportunité de définir un nouveau type de logement social qui s'appellera le logement modeste. Donc, que sera le logement modeste au Québec? Ça s'adressera à qui, ce logement modeste-là? Comment il sera subventionné pour la construction? Est-ce que les gens seront subventionnés à l'intérieur même des logements? Ça reste à définir. Donc, aujourd'hui, la rencontre avec nos homologues français, eh bien, c'est pour nous donner un peu d'autres idées, d'autres façons de voir, d'autres opportunités, puis peut-être éviter des écueils parce que vous le verrez dans la présentation brève de Robert, ils ont beaucoup d'expérience au niveau du logement social et de différents types. Donc, on remercie grandement Eddy d'être là aujourd'hui parce que ça va pouvoir nous inspirer pour ensuite pouvoir faire des recommandations pour le logement modeste au Québec qui sont plus intelligentes. Donc, voilà, je cède la parole à Robert qui va vous présenter mieux que moi, de façon consistante, Monsieur Jacquemart. Donc, à toi la parole, Robert. Oui. Écoutez, pour une fois, je vais vraiment être bref parce que je pense que le temps qu'on a, on doit le laisser à notre ami Eddy puis profiter de son expérience. Je voudrais juste dire qu'on est chanceux, heureux et chanceux d'avoir Eddy Jacquemart avec nous ce matin. Eddy est président de la Confédération nationale du logement en France. En France, il y a environ 4 millions de logements sociaux
la Confédération nationale du logement est la principale organisation à travers la France qui représente et qui défend les ménages qui habitent en logement social en France. C'est une organisation qui existe depuis 104 ans. Eddy est président d'une organisation qui existe depuis 104 ans. Bon, il n'est pas là depuis les tout débuts, là, mais il est là quand même. Eddy est président de la Confédération depuis le 2013, au congrès de Grenoble où j'ai eu la chance d'assister. J'ai trouvé ça très impressionnant, mais je ne vous en parlerai pas maintenant. Donc, la Confédération a beaucoup d'expérience, beaucoup de membres, a mené beaucoup de combats au fil des années. Donc, ils ont une grande expérience. Cette expérience-là, on peut en bénéficier. C'est sûr que les termes ne sont pas les mêmes, les programmes ne sont pas identiques, mais les besoins, eux, sont les mêmes. Hein? Besoin d'un logement en bon état, qu'on est capable de se payer, besoin de dignité, de pouvoir s'impliquer dans l'administration de nos habitats. Donc, ça, c'est des sujets qui sont universels. La mauvaise attitude des gouvernements aussi. En plus, Eddy est non seulement président de la Confédération nationale du logement, mais depuis peu, il est également conseiller municipal dans une ville, je pense que c'est la principale ville du Nord, là, la ville de Lille, où il est responsable de l'éducation, des dossiers d'éducation populaire et de l'accès aux vacances. Ce qui pour nous est un peu particulier, là, qu'un conseiller municipal responsable de l'accès aux vacances, c'est inspirant. Donc, écoutez, je remercie beaucoup Eddy d'avoir pris du temps parce qu'eux aussi sont frappés par la COVID. Eux aussi sont frappés par une très dure crise du logement. Ils ont beaucoup de travail à faire pour faire avancer les causes sociales chez eux. Ils sont aussi victimes du confinement personnellement. Donc, je remercie beaucoup Eddy de nous consacrer du temps. Puis, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Robert, et puis à vous toutes et tous de votre invitation. Moi, ça me fait énormément plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que ça fait plusieurs années qu'on partage dans nos deux organisations nos expériences. Donc, je pense que c'est tout à fait naturel qu'on puisse aujourd'hui répondre à votre sollicitation d'exposer un petit peu ce qui se passe chez nous, enfin, tout au moins ce qu'est le logement social en France depuis longtemps. Alors, je vais pas. Robert, il a bien expliqué ce qu'était donc la CNL. Je vais remettre ma vidéo, voilà. On est aussi association de consommateurs et aussi association d'éducation populaire. On a aussi cette fonction-là. On n'est pas que sur le locataire pur, on a aussi l'accès aux vacances, l'accès aux propriétaires, aux locataires privés aussi. Voilà. Alors, sans plus attendre, alors c'est marrant parce que le terme logement social, le terme HLM en France aujourd'hui, il n'est pas tout à fait le même que chez vous, puisque ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut dire, en France, ça veut dire habitation à loyer modéré. Mais comme on a beaucoup de points communs dans notre histoire, il faut savoir que le HLM, au début du siècle, au début du 19e siècle, en 1912, a été créé donc ce qu'on appelait l'ancêtre des HLM de chez nous, c'est les HBM, c'est-à-dire les habitations à bon marché. Et donc, ça rejoint un petit peu le terme qui est chez vous, habitation à loyer modique. Hein, voilà, donc on est évidemment sur la même configuration. Donc, je ne vais pas faire d'historique du HLM, mais juste une date pour que vous ayez les choses en tête. Le premier HBM, du coup, il a été créé en 1912 par une loi d'un député qui s'appelait le député Bonnevet. Et donc, c'est ancien, hein, ce logement social. Alors, le logement social en France, et je pense qu'on peut peut-être passer là. Donc, il y aura deux parties aujourd'hui. Hein. Il y aura une grosse partie sur le financement et ensuite une partie sur qui habite dans les logements sociaux. Hein, voilà, en gros. Et évidemment, vous aurez la possibilité de faire les questions entre deux. Alors, je vais essayer de ne pas parler trop en abréviation.
hein, mais surtout, s'il y avait des termes que j'utilisais que vous ne comprenez pas, ben, n'hésitez pas à poser votre question à Catherine. Évidemment, je ferai un plaisir d'y répondre, hein. Alors, donc, le logement social, donc, je pense qu'on peut déjà un petit préambule, hein, la construction, le logement social, donc c'est le code, on a des codes en France. Alors, il faut savoir que la France, le passage de Napoléon chez nous, a encore beaucoup de restes, puisque notamment il y a beaucoup de codes, et il y a un code de la construction qui existe en France et qui définit, sur la diapo suivante peut-être, qui définit donc le terme de ce que c'est un HLM, un organisme HLM. Donc c'est la construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements sociaux qui visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en œuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers. Ça veut dire que pour répondre à un moment donné à un besoin important tel qu'il est le logement, eh bien, les pouvoirs publics ont quand même imaginé qu'il fallait, à côté du parc privé, il fallait avoir un parc réglementé, administré, qu'on appelle donc le parc. Alors, il y a beaucoup de termes, hein, qu'on utilise en France. Il y a le parc social, ça veut dire que c'est les HLM. Il y a le parc, on dit le parc public aussi, quelquefois, pour opposer avec le parc privé. Mais tout ça, c'est bien donc du logement qui est réservé donc à une population qui est plus en besoin. Alors, comme le financement du logement social, puisqu'il faut qu'on parle de ça aujourd'hui notamment, c'est un petit peu complexe, mais vous allez voir que j'ai essayé de faire une présentation synthétique pour que j'essaie de ne pas trop vous noyer. Alors, sur la diapo suivante, on va regarder ce qu'il y a sur les différents comment dire, acteurs du financement du logement social. Donc, on va prendre un petit peu de temps. Donc, on a toute une panoplie d'acteurs au niveau du financement du logement social. On va avoir la Caisse des dépôts. Donc, vous avez sur une des figures, vous avez donc la Caisse des dépôts et consignations. Donc, ça, c'est l'héritage direct de Napoléon, hein. C'est lui qui a mis ça en place et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. On va dire que c'est un peu la Caisse des dépôts et consignations, c'est un peu c'est un peu la banque de l'État, en gros. Voilà. Donc ça, c'est un des acteurs importants. Et c'est lui, cette Caisse des dépôts et consignations, je vous expliquerai après comment elle est financée, mais c'est cette caisse-là qui va donner des emprunts aux organismes HLM qui vont construire des logements sociaux en France. Donc, il y a la Caisse des dépôts et consignations. Ensuite, je suis obligé de vous expliquer la différence entre deux aides importantes qu'on a en France. C'est d'une part l'aide à la pierre. Comme son nom l'indique, ça aide à construire. Donc, c'est l'État qui donne de l'aide à la pierre. Ça veut dire qu'il va donner, pour le dire autrement, c'est une subvention qu'il va donner aux organismes ou aux collectivités locales. Donc, les collectivités locales en France, ce sera soit les villes, soit ce qu'on appelle les départements, un petit peu des districts, si vous préférez, hein, voilà. Et donc, il va donner donc, aux collectivités donc, de l'argent pour qu'ils puissent construire du logement social sur leur territoire. Ça, c'est ce qu'on appelle donc l'aide à la pierre. En même temps dans le financement, on a l'aide à la personne. Ça veut dire qu'il y a certains logements qui vont bénéficier, chaque locataire va bénéficier d'une aide pour payer le loyer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'aide à la personne. C'est donc plus par rapport au logement, mais c'est par rapport à la personne. Donc, c'est les aides personnalisées au logement. Et donc là, on a les caisses d'allocation familiale qui, elles aident les locataires à payer le loyer qui est quelquefois trop cher. Donc, c'est tout un système pour aider le pouvoir d'achat des familles. Voilà. Donc, ensuite, on va avoir le bailleur. Le bailleur, donc c'est-à-dire c'est l'organisme HLM, parce que nous, en fait, en France, on a plusieurs types de logements, d'organismes HLM.
Et là-dessus, je vais vous expliquer après les différents types. Et par exemple, une ville, elle peut décider d'avoir son organisme HLM, de façon à construire sur sa ville du logement social. Donc, ça veut dire que les collectivités ont à leur disposition un outil qui s'appelle l'organisme HLM, donc le bailleur, qui, lui, va donc injecter aussi une part de fonds propres dans l'opération de financement du logement social. Et on a un autre, parce qu'en France, c'est jamais simple, hein, donc il y a un autre acteur qui est important aussi, et je vous l'ai mis en bas là sur la slide, c'est Action Logement. Alors, c'est quoi Action Logement? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Sur chaque fiche de paye des salariés, il y a une cotisation qui est appelée pour financer le logement, hein, puisque ça, c'est des accords, notamment d'après la guerre 45. Hein. Il y a eu beaucoup de choses sociales qui ont été faites et on a créé donc une caisse pour qu'on puisse bien produire. Ben, il fallait être bien logé. Et donc, c'est du logement, c'est ce qu'on appelle le 1% patronal. Ça veut dire que c'est… Alors, ce terme, il est resté 1% patronal, alors que maintenant, c'est un peu moins, mais quand on parle de 1% patrimoine, c'est bien la cotisation sociale que versent les travailleurs pour financer le logement social. Et donc, lui, il va intervenir aussi dans tout le dispositif de financement. Donc, vous voyez, donc, dans le financement du logement social, on va avoir la Caisse des dépôts, on va avoir l'État, on va avoir le bailleur et on va avoir Action Logement. Évidemment, on va en avoir un autre de financeur, c'est vous, les locataires, puisque le locataire, lui, il va permettre, avec son loyer, de payer les emprunts qui vont être contractés pour construire le logement social. Voilà, donc voilà comment ça va se passer. Donc généralement, les opérations de production, elles sont financées donc par emprunt. Normalement, souvent 70% de l'opération, c'est financé par emprunt. Donc, on peut regarder sur la diapo suivante. Voilà, donc un petit schéma rapide. Hein. Donc, en gros, on va avoir les loyers, on va avoir une capacité d'endettement de l'organisme qui va pouvoir emprunter et qui va, en fonction de, comme dans toute opération, je dirais, de financement classique, il va y avoir des subventions, de l'emprunt et des fonds propres. Voilà. Voilà pour la partie financement du logement social. Est-ce qu'on peut continuer un petit peu? Alors, je vous avais promis de vous dire comment était financé comment était principalement financée la Caisse des dépôts et consignations. Donc, en France, vous allez voir que c'est assez particulier, puisqu'on a un livret d'épargne qui est très populaire, qui s'appelle le livret A. Donc, le livret A, c'est de l'épargne vraiment très populaire, de l'épargne disponible, donc beaucoup de Français ont un livret A. Ça veut dire on peut mettre de côté un peu son épargne et on a des intérêts qui sont exonérés d'impôts pour les épargnants. Alors, ce n'est pas des gros intérêts. Actuellement, on doit être à 0,50 d'intérêt. Hein, mais quand même, ça permet quand même d'avoir une petite épargne et une petite épargne rémunérée. Et tous ces livrets A, ils sont normalement, je fais un schéma parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour que vous ayez les choses en tête, ils sont mis sur c'est la Caisse des dépôts et consignations qui, normalement, les détient. Alors, il y a des exceptions parce que maintenant, les banques privées, elles peuvent aussi avoir du livret A. Enfin bon, je ne rentre pas dans le détail parce que sinon, ça va être compliqué pour vous. Mais en gros, c'est donc bien, c'est pour ça que j'en parle, c'est bien avec l'épargne populaire qu'on va financer les emprunts pour le logement social. Donc souvent, c'est les locataires qui ont mis un petit peu de côté, eh bien, on va prendre un exemple d'un salarié, par exemple, qui travaille, il va cotiser à Action Logement, il va mettre de côté un petit peu de sous sur son livret A, et donc finalement, et après, il va payer son loyer. Donc vous voyez que finalement,
le principal financeur du logement social dont il bénéficie, c'est souvent le locataire lui-même, en fait, hein, puisque finalement, l'argent, elle vient aussi du fruit de son travail, du fruit de son épargne, et à côté, évidemment, on a des subventions de l'État, mais c'est tout un cocktail, en fait. C'est ça qu'il faut avoir en tête, hein, voilà. Donc, alors évidemment, les taux d'emprunt qui sont accordés aux organismes sociaux, ce sont des taux d'emprunt bonifiés. D'accord? Voilà. Donc, sur la Caisse des dépôts et consignations, je vous ai expliqué ce que c'était. Donc, c'est une institution financière publique, hein, depuis 1816. Donc, je ne vous ai pas menti, c'est bien du temps de Napoléon, hein. C'est des héritages, il y a beaucoup de choses, hein, qu'on a de Napoléon. Donc, bien placé, donc, c'est une banque, hein, qui est placée sous la tutelle de l'État et qui œuvre au service de l'intérêt général, hein, voilà. Et elle, elle a d'autres missions, mais là, je dirais pour l'instant, ce n'est pas forcément le plus important. Alors, on a un autre acteur, je suis obligé de vous en parler parce que ça existe, donc je vous en parle, qui est plus récent, c'est la Caisse des dépôts, la Caisse de garantie du logement locatif social. Donc, cette caisse-là, si vous voulez, elle va garantir un petit peu aussi certains emprunts. C'est-à-dire que c'est une caution pour que les prêts ils soient davantage garantis pour les banques, en fait. Quand on doit emprunter, quelquefois, il se peut qu'il y ait quand même des emprunts dans le privé parce que c'est pas, le plan de financement, quelquefois, il n'est pas suffisant. Donc, la CG2LS, CG2LS, Caisse de garantie du logement locatif social, elle est alimentée notamment par tous les bailleurs sociaux qui payent une cotisation. Et cette caisse-là, j'en ai parlé parce qu'elle existe, mais elle n'est quand même pas dans le dispositif central de financement du logement social, hein. C'est un acteur, mais ce n'est pas principal. Elle sert aussi à financer les acteurs du logement, donc comme par exemple les associations de locataires, on bénéficie d'une subvention de la CG2LS, et la CG2LS aussi, elle intervient en cas de mauvaise gestion dans les organismes sociaux, dans les HLM, et elle les place entre guillemets sous tutelle pour bien contrôler l'action positive des logements sociaux. Voilà, donc, alors, je pense qu'on peut parler maintenant. Donc, est-ce que vous voulez qu'on parle tout de suite de ça ou est-ce qu'on fait une petite série de questions? En fait, il y a une question. On peut peut-être revenir en grand groupe. Il n'y a personne d'autre qui m'a écrit. Donc, la question, c'était l'action action logement. Donc, nous, peut-être la référence, c'est comme les cotisations un petit peu de la caisse d'assurance chômage, hein, qui sont prélevées directement sur nos payes. Donc, est-ce que c'est pour tous? Est-ce que c'est tout le monde, en fait, doit cotiser ou c'est simplement une catégorie? Là, non, tout le monde cotise. Tout le monde, peu importe. Tous les salariés qui travaillent dans le privé, donc pas le public, cotisent pas le public. Et de mémoire, ce ne sont que les entreprises de plus de 10 salariés. Voilà. Donc, ce n'est pas tout le monde, mais c'est quand même une grande partie de la population, mais que le privé. Alors, il faut savoir qu'Action Logement, pour aller un petit peu sur ce terrain-là, donc, ils ont une casquette de financement du logement social, mais ils ont aussi, comment dire, ils donnent aussi beaucoup d'argent, ils gèrent un petit peu aussi les logements sociaux directement. Et donc, par exemple, les grosses entreprises, ils ont créé leur propre organisme social. Et ça leur permet, quand ils se déploient sur le territoire national, et ben de créer du logement là où ils vont implanter des magasins. Je vais prendre un exemple d'entreprise, des grands supermarchés
qui en fait qui étaient surtout implantés dans le nord de la France et qui ont décidé d'avoir une implantation nationale. Ils ont créé donc ils ont racheté en fait un organisme social en fait, et à chaque fois qu'ils ouvraient un magasin dans une ville, ils construisaient en même temps des logements avec l'argent d'Action Logement pour justement loger les travailleurs qui allaient être embauchés dans le magasin. Donc c'est vraiment quelque part en fait Action Logement, c'est ce qu'on appelle un petit peu du logement, enfin du financement patronal en fait. C'est pour accompagner le développement économique aussi. Mais en même temps, ça permet. Alors par exemple dans certains HLM, si Action Logement par exemple, il va financer 10% de l'opération, il va avoir un droit de réservation de 10% des logements. Et donc, quand le logement se libère, eh bien, il peut affecter un salarié dans le logement. C'est ça, Action. C'est ça aussi à quoi ça correspond, si vous préférez. Voilà. Et donc, pour répondre à une question que j'ai vue passer de Madame Femme, le taux, en fait, il est à 0,45 en fait, le taux de prélèvement. Et ce n'est pas une charge, ce qu'on appelle une charge salariale, c'est une charge patronale. Voilà. C'est bon. Donc, je pense qu'on peut poursuivre parce que c'est sûr que implanter ce genre de mécanisme-là avec une responsabilité sociale des entreprises plus grande au Québec, on n'est peut-être pas là, mais c'est quand même très intéressant parce que aussi, dans ce que tu as dit, Eddy, c'est M. Jacquemart, Oui. ça suppose une mixité sociale, ce qui n'est pas tout à fait, en fait, ce qui est peu présent au Québec si on regarde le secteur des HLM. Donc, je pense que cet aspect-là de mixité sociale, de travailleurs qui sont dans le logement social, c'est quelque chose qui est différent de chez nous. Oui. Et je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais il faut savoir qu'en fait, il y a dans le type de logements sociaux, mais on pourra vous envoyer une petite note complémentaire, dans le type de logements sociaux, il y a des logements, vraiment des offices publics, comme chez vous. Il y a aussi des sociétés anonymes qui, en fait, sont un mélange d'actionnaires, mais qui ont une, comment dire, c'est du logement, c'est des organismes privés, mais avec un contrat d'État. Ça veut dire que les actionnaires, souvent, ce sont du MEDEF, en fait. Du MEDEF, excusez-moi, c'est le patronat. Mais parce que, quelque part, le financement du logement social via Action Logement, ça permet comment dire, de correspondre à de l'activité économique, en fait. Voilà. Donc, on peut poursuivre. Je vais prendre les questions en note. On y reviendra après. Voilà, oui. Comme ça sera plus simple parce que sinon, je lis en même temps et ça m'oblige à jongler. Alors, donc, donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de logements sociaux qui sont, pour le moment, en fait, qui sont dépendants du mode de financement. Alors, on va regarder les principaux. Donc, en gros, on a le PLAI. Le PLAI, c'est les prêts locatifs aidés d'intégration. C'est-à-dire, c'est les loyers les moins chers. Ça veut dire que pour que vous compreniez, en fait, tout simplement, c'est que les PLAI, en fait, c'est simplement, pourquoi c'est des mots comme ça un petit peu compliqués, c'est des abréviations qui, en fait, correspondent à des modes de financement. C'est ça que ça veut dire. Et en gros, vous devez retenir que le PLAI, c'est les logements les plus faibles, les moins chers. Ensuite, on a le prêt locatif à usage social. Donc là, on est au milieu, d'accord, au niveau du prix. Donc, c'est quand même près de 80% des logements sociaux. Et ensuite, on a le PLS, c'est-à-dire le prêt locatif social. Donc là, il est surtout dans ce qu'on appelle les zones tendues. Donc nous, en France, on a cette distinction, justement, il y a des zones très, très tendues où la demande est très importante au niveau du logement. Et on a des zones détendues, au contraire, dans les zones rurales,
où il y a moins de demandes. Donc là, on a moins de demandes de logement. Donc, on va dire, ça, c'est vraiment les trois principaux. Il y en a d'autres dont je parlerai après. Ça, ce sont les trois principaux types de logements sociaux qui, en fait, de par leur mode de financement et leur mode de subventionnement surtout, génèrent un loyer. Et au plus on va avoir de l'aide de l'État, au plus on va avoir des taux bonifiés, au plus on pourra sortir du logement social pas cher. Ça veut dire que, je reviens sur mes deux définitions de tout à l'heure, quand je vous parlais de l'aide à la pierre et l'aide à la personne. Donc, si on était dans une grande salle, je vous dirais, c'est quoi l'aide à la pierre? Et vous me répondrez, l'aide à la pierre, c'est la subvention que donne l'État pour la construction. Donc, au plus on a de subventions de l'État pour construire du logement social, au moins le loyer est cher. D'accord? Et au moins de subventions l'État donnera d'aide à la pierre pour la construction, au plus le loyer sera cher. Mais s'il y a un loyer cher, on aura peut-être le mécanisme de l'aide à la personne qui va venir atténuer le loyer de la personne. Alors c'est un petit peu compliqué quand même, hein. En gros, il faut quand même savoir que le gros souci qu'on a eu en France, et je fais un tout petit peu d'histoire, c'est en 77 quand il y a eu une réforme importante d'un Premier ministre qui s'appelait Raymond Barre, qui a changé la donne, parce qu'avant 77, il y avait beaucoup d'aides à la pierre. Donc, en gros, les loyers des logements sociaux sortaient pas cher et les gens le payaient intégralement. Je veux dire, quelque part, s'il fallait payer un loyer de 200 €, eh bien, les gens, ils avaient les moyens de le payer. Et il a changé le système en disant, bah, c'est pas grave, on donnera moins d'aide à la pierre, on fera des loyers plus chers, mais en contrepartie, les gens, ils auront une aide à la personne. Ça veut dire une aide spécifique. Sauf que du coup, les loyers sont sortis plus chers, qu'il y a eu une compensation, excusez-moi, avec l'aide à la personne, donc une allocation logement, une aide personnalisée au logement. Mais ce qu'il ne savait pas, ce Premier ministre-là, c'est qu'il y avait des crises financières qui seraient arrivées derrière et qui auraient fait exploser la fameuse question sur les APL, les aides personnelles au logement. Et donc aujourd'hui, on se trouve dans un système très compliqué puisque le gouvernement ne sait plus comment se sortir du problème, puisque les aides à la personne, elles ont explosé, alors que les gouvernements qui avaient fait cette réforme à l'époque, ils pensaient que les aides à la personne n'auraient pas explosé, puisque là, il y aurait une croissance économique majeure. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais j'essaie d'expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas après à revenir vers moi, hein. Donc là, on a trois types de financement du logement social. Voilà, PLAI plus et PLS. Et la diapo suivante, évidemment, elle va nous expliquer comment. Donc il y a aussi il y a un autre logement social dont on parle un petit peu moins, c'est le logement locatif intermédiaire, hein. Là, c'est encore, on va dire, c'est une quatrième catégorie où là, c'est quasiment c'est presque du parc privé, hein. Donc c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour accéder aux trois types de logements sociaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, les PLAI, les plus et les PLS, il y a des plafonds de ressources. C'est-à-dire que ne rentrent pas dans les logements sociaux des gens qui dépassent les plafonds. Ils ne peuvent pas rentrer. Et on va regarder si ça va pour vous au niveau timing, on peut regarder si vous voulez maintenant les plafonds pour que vous ayez une idée de ce que ça représente. On va y arriver. On va y arriver. Oui. Alors, les PLS. Donc, les PLS, on va dire, c'est les HLM les plus chers, hein, d'accord, pour que vous ayez un point de référence. Donc, ils sont égaux à ceux du plus, mais les plafonds, hein. Mais les plus, donc c'est les moyens, d'accord, majorés de 30%. Donc, ce sont les plafonds les plus élevés pour entrer dans un HLM. Donc, ça veut dire que vous avez là, par exemple, pour une personne,
Eh bien, à Paris, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Paris, pour entrer dans un PLS, annuellement, il ne faut pas déclarer au niveau du revenu fiscal de référence plus de 31 351 €. Si vous dépassez, vous ne pouvez pas rentrer dans le logement social. Alors, il faudrait le convertir en dollars. Je n'ai pas ma calculette magique. Et peut-être que quelqu'un peut le faire pour que vous ayez une idée. Donc, c'est un petit peu plus. Alors, c'est quoi, 40 000 $, je pense. Donc là, en fait, vous avez les autres régions, puisque on distingue Paris-Paris et ce qu'on appelle l'Île-de-France, c'est tout le bassin parisien, c'est toutes les agglomérations autour de Paris, hein. Donc, ce qu'on appelle l'Île-de-France, c'est une grosse région où il y a plus de 10 millions d'habitants, y compris Paris. Parce que Paris, c'est petit, hein, la ville de Paris, elle est petite, hein. Donc, l'Île-de-France, c'est, y compris Paris, c'est 10 millions d'habitants, plus de 10 millions d'habitants. Et donc là, c'est le même montant, vous voyez, mais il y a des Simplement, différences. pour la référence, c'est 48 000 $ canadiens. 48 000, d'accord. 31 351, ouais, voilà. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Et donc, vous voyez, pour les autres régions, c'est un peu moins cher parce que là, Paris, c'est la zone la plus tendue en France, hein. C'est très difficile de se loger sur Paris à moindre coût. Voilà. Donc, vous avez donc le plafond. Donc, voilà, 48 000 $ pour, si vous gagnez plus, vous ne rentrez pas. Alors, on va regarder les plafonds des autres. Donc, ça, c'est les plus. Donc là, c'est encore plus bas, hein, puisque là, on est à 24 116. Je prends toujours pour une personne, hein, ou on pourrait prendre pour un couple. Peut-être que c'est mieux de prendre pour un couple, peut-être pour vous. On va changer. Donc, 36 942. Donc, en dollars, ça doit être un petit peu plus, donc 52 000, non? 52 000 $ peut-être? On arrive à 5... Oups, excusez. Je dois le modifier. Mon curseur n'a pas pris la bonne... 942. C'est du vrai live. C'est du Voilà. direct qu'on fait ici. Bon. J'y arrive. Donnez-moi 30 secondes. Donc, 36 942. Ça nous donne... 55 000. Ouais, excuse-moi, on dirait qu'il ne veut pas. 55 000, voilà. 55 000 environ. Je n'étais pas loin, j'avais dit 52 de tête, hein. Voilà, donc voilà, 52 000. Sinon, si vous avez plus, vous ne rentrez pas. Vous ne rentrez pas dans le logement social. Voilà. Et après, on a les appartements, enfin les logements sociaux les plus. Excuse-moi, Eddie, moins si tu chers. permets, juste une question. Oui. Là, tu nous donnes les montants pour entrer dans une habitation. Mais une fois qu'on est sur place, si nos revenus s'améliorent, qu'est-ce qui arrive au niveau du loyer? Eh bien voilà, mon cher Robert, il y a ce qu'on appelle un surloyer. Ça veut dire qu'on va avoir une taxation en fonction de son revenu. On va payer plus de loyer. Puisqu'on vous l'a mis à côté, hein, si les ressources du foyer dépassent ces montants de plus de 20%, eh bien, on peut se voir appliquer un surloyer. Et dans la loi, alors ça, avant, ça n'existait pas. Le surloyer, il a toujours existé. Ça veut dire que les gens qui avaient, parce que ça peut arriver en fait que vous ayez meilleure fortune, comme on dit chez nous, et donc vous êtes augmenté. Voilà. Et donc, alors tous les ans, les plafonds sont revalorisés, évidemment, hein, évidemment. Mais il se peut que vous dépassiez la revalorisation des plafonds. Et du coup, vous allez atteindre plus de 20% des plafonds. Et là, l'organisme HLM est en obligation, normalement, de vous appliquer ce qu'on appelle un surloyer. Ça veut dire qu'il va vous taxer, en fait, de façon complémentaire, le loyer. Vous allez avoir votre loyer, les charges locatives, et vous aurez le surloyer à payer. Normalement,
la loi notamment de 2009, qui n'est pas forcément appliquée heureusement, elle permettrait d'expulser le locataire qui est en surloyer de plus de 3 ans. Quand vous êtes en surloyer pendant plus de 3 ans, le bailleur social il pourrait vous expulser. Alors, je vous le dis franchement, ça, c'est la théorie de la loi, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Hein, voilà. On a quasiment jamais vu de cas. C'est les locataires qui partent plutôt parce que le loyer est devenu trop cher, finalement. Sauf en zone tendue. Parce que, par exemple, sur Paris, un locataire qui paye un surloyer, donc il paye son loyer HLM, il paye son surloyer, et c'est toujours moins cher qu'un appartement privé. Et donc, il va continuer à payer son surloyer, en fait. Voilà. Donc ça, c'est des choses. Alors, je vous en parlerai après, c'est qu'actuellement, le gouvernement, il voudrait bien justement chasser toutes ces personnes qui payent le surloyer, les obliger à partir pour que le parc social corresponde davantage à des populations plus fragiles économiquement. Alors, ça pose un vrai problème. Hein. Ça, on pourra en discuter après par rapport à la position notamment de la CNL. Est-ce qu'on peut regarder les plafonds des PLAI? J'ai répondu à votre question, monsieur le coordinateur. Oui, merci. Merci. Donc, les PLAI, donc là, ce sont, j'aime pas trop le terme véritable logements sociaux, mais en tout cas, ce sont les logements sociaux les plus économiques. Et pour reprendre un petit peu l'introduction que vous avez eue tout à l'heure, quand vous parliez qu'au Québec, il y avait une volonté de réforme et de faire des logements, de ce qu'on appelle des logements modestes, j'ai un petit peu le sentiment que c'est un peu cette catégorie-là. C'est-à-dire, là, on est quand même sur des loyers, des plafonds très faibles. Hein, puisque là, on est à 21 000. Donc, si on fait par 1,53, on est quand même sur des niveaux de revenus assez faibles pour les ménages ou pour une personne seule. Hein. Voilà. Ben, à vrai dire, Eddie, le tableau que tu nous montres, c'est exactement notre situation actuelle. C'est-à-dire que le parc de logement HLM au Québec, depuis le début des années 80, on en a réduit l'accès seulement aux gens les plus pauvres. Puis c'est sensiblement ces barèmes-là de revenus. Là. Je dirais que c'est le portrait de notre situation actuelle, ça, de l'attribution des HLM au Québec, là, ça fait selon ces barèmes-là. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que la proposition qu'ils vous font, c'est pour encore des populations plus fragiles, en fait. Non? Possiblement. C'est ce qu'on va voir. C'est soit pour des populations plus fragiles ou peut-être des populations ayant un tout petit peu plus de revenus. Ou peut-être les deux. Oui, c'est ça. Peut-être pour avoir un minimum de mixité parce que. On verra. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est votre modèle à vous. Donc, OK. Et ça représente quel pourcentage du parc de logement social en France? En fait, les plus. Alors là, c'est les plus, donc c'est mieux, ils représentent 80%. Donc, à mon avis, les PLAI, c'est pas la majorité. Hein, ça doit être 10% de PLAI et 10% de PLS, mais on pourra vérifier les chiffres. On pourra vous donner la répartition exacte. Mais le gros de la troupe, c'est dans les plus, c'est-à-dire au milieu, les moyens. D'accord? Les PLAI, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, justement, il y a eu une volonté du gouvernement d'en construire plus. Là. Il y a eu un plan spécial pour construire plus de PLAI parce que ça correspond aussi à des besoins plus importants de la population. Alors, le SLS, on en a parlé. Donc là, je ne reviens pas dessus parce que, alors, si je vais donner la position de la CNL. Nous sommes à la CNL opposés au SLS. Pourquoi? Parce qu'on considère que le SLS va conduire à la ghettoisation du parc social en France. Ça veut dire qu'on a un risque majeur de concentrer dans un quartier toutes les populations les plus fragiles économiquement. Donc,
le SLS, c'est une fausse bonne idée, en fait, pour nous. Et c'est même très dangereux pour la mixité sociale. Voilà, donc on est l'organisation en France, la CNL, la plus opposée au SLS. Alors, le problème, c'est qu'on nous prend un peu en otage en disant oui, mais il n'y a pas assez de logements pour tout le monde, donc il faut que ceux qui sont les riches, ils n'ont qu'à partir. Les riches, ils ne sont pas en HLM. Hein. Les riches, ils ne sont pas en HLM. Hein. Il y a des moins pauvres que certains, mais il n'y a pas de riches en HLM. Alors, évidemment, j'ai toujours un journaliste qui m'appelle en me disant oui, mais il y a monsieur machin qui gagne 5 000 euros par mois, qui est en HLM. Voilà. Donc, il y a toujours des cas un peu tordus ou marginaux. On essaie de nous faire croire que justement les HLM seraient, il y aurait des riches dans les HLM, ce qui n'est pas vrai. Donc, nous, la CNL, on est contre le surloyer parce qu'on pense que c'est dangereux pour la mixité sociale. Et pour répondre aux besoins de tous, eh bien, il y a une solution, c'est de construire davantage de logements sociaux pour qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà. Parce que là, en fait, on est occupé de dire, écoutez, on a même, je vous le dis parce que peut-être que dans le débat, on pourra en parler, mais enfin, je le dis, le problème, c'est que on risque d'avoir des contrats à durée déterminée dans le parc social, justement pour que on ait le droit à 3 ans de logement social et après, on nous vire. Voilà ce qu'ils veulent faire. Donc ça, c'est dans les tuyaux du gouvernement actuel. Donc c'est très, très dangereux et c'est pour ça qu'on se mobilise actuellement à la CNL. Donc, peut-être juste parler des limites ou alors vous voulez qu'on comprenne les questions? Je pense qu'on devrait te laisser compléter, puis ensuite, on pourra faire une discussion plus large. D'accord. Si Alors, les limites du modèle HLM français, donc à notre avis, hein, donc d'abord, c'est difficile de répondre à la demande de toutes et tous. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi eu du paradoxe aussi qu'il faut avoir en France, c'est qu'il y a des endroits qui ont été désindustrialisés, c'est-à-dire que les usines se sont fermées, mais il y avait beaucoup de logements sociaux. Et donc, on se retrouve dans des situations où il y a des endroits où on n'arrive pas à louer les HLM parce qu'il y en a trop, parce que les usines ont fermé et les gens sont partis travailler dans la grande métropole. Et on a des endroits où il n'y a pas assez de logements sociaux. Alors, comme on n'a pas eu la présence d'esprit de faire des HLM sur roulette, on ne peut pas les basculer. Hein. Donc, on est dans une situation un peu compliquée où quelquefois on a trop de logements sociaux dans les zones un petit peu détendues, souvent en zone rurale ou dans des bassins d'emploi sinistrés. Et d'un autre côté, on a des endroits où c'est la pure folie pour trouver un logement, notamment Paris ou les grandes agglomérations comme Marseille, Bordeaux, Lille, tout ça. Mais le pire du pire, c'est quand même au niveau de la zone tendue, c'est quand même Paris. Voilà, donc il y a un risque majeur de pénurie. Hein. C'est un modèle qui est donc sous tension, puisqu'il y a quand même plus de 2 millions de Français, donc on est plus de 60 millions maintenant en France. Il y a quand même 2 millions de Français qui attendent, qui sont éligibles au logement social, qui ont fait une demande et qui n'en ont pas. Donc, c'est pour ça qu'à la CNL, nous, on préconise la construction de 250 000 logements sociaux par an, alors qu'on en est bien loin, bien loin, pour essayer, si vous prenez les chiffres, hein, 2 millions divisé par 250 000 avec la problématique de la démographie, eh bien, il faudrait 5 à 6 ans pour résorber la liste d'attente. Hein. Donc, voilà. Mais actuellement, ce n'est pas les choix du gouvernement, puisque le gouvernement, lui, il pense que la solution, c'est l'investissement privé. Et d'ailleurs, il a asphyxié le financement du logement social en diminuant les aides à la pierre, notamment. Voilà, donc un modèle sous tension. Et le gouvernement français actuel, il dit aux HLM, écoutez, si vous voulez construire du parc social, vous n'avez qu'à vendre une partie de votre parc, puisque vous allez retirer une belle plus-value, puisqu'il y a des logements qui sont amortis au niveau de la comptabilité.
et avec l'argent des ventes, vous allez pouvoir construire. Donc, le gouvernement, il pousse les organismes HLM à vendre, à s'autofinancer ou à emprunter davantage à des taux plus élevés, puisque les taux bonifiés, il y a un droit de tirage. Donc, une fois qu'on a fait le droit de tirage et on n'a plus le droit d'avoir accès aux taux bonifiés, on est obligé de se tourner vers des banques privées avec des taux très importants. Donc, ça, c'est un vrai problème pour l'avenir du logement social en France. Donc, actuellement, on pourra peut-être en parler après, mais on est, nous, en tout cas, vent debout sur beaucoup de réformes qui sont dans les tuyaux et qui veulent bousculer justement l'équilibre dont je viens de vous expliquer, alors, qui est un petit peu compliqué, hein, parce qu'il y a beaucoup de financeurs, beaucoup d'acteurs, etc., mais qui, finalement, qui ne marchaient pas si mal que ça. Hein, voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. J'aurais deux questions à poser, peut-être pour alimenter la discussion. La première, c'est, tu nous as parlé des loyers qui varient selon le type de HLM, disons, mais tu nous as aussi parlé des charges locatives. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce que ça veut dire, les charges locatives qui viennent s'ajouter au loyer? Puis, donc, c'est quoi les charges locatives? Puis mon autre question en lien avec ça, c'est vous, au niveau de vos associations de locataires, que vous appelez des amicales, c'est quoi le pouvoir qu'ont les locataires de contester, de contrôler les augmentations de loyer annuelles? Alors, donc les charges locatives, donc pour avoir bien en tête les choses, nous, en fait, le loyer, c'est hors charge locative. Le loyer qu'on paye, c'est hors charge locative. Sauf qu'on vient nous rajouter sur la quittance, on nous envoie une quittance, une facture, tous les mois, dans laquelle on a le loyer pur, qui est ici issu du phénomène de financement du logement, de la catégorie de logement social. Et ensuite, on nous facture les charges locatives. Alors, les charges locatives, ce sont toutes les charges, par exemple, de chauffage, d'ascenseur, d'entretien des parties communes, d'espaces verts, des gardiens. Tout ça, c'est en plus. Donc, le chauffage, ça dépend parce qu'il peut y avoir un chauffage excusez-moi, collectif ou un chauffage individuel. Donc, le montant des charges locatives est quelquefois important. Il y a en France un décret qui détermine ce qu'on appelle la répercussion des charges locatives sur le locataire. Ça veut dire que dans un bâtiment, je vais prendre un exemple, dans un bâtiment, quand on fait un entretien de l'ascenseur, eh bien, le bailleur social, l'organisme HLM, ne peut pas répercuter la totalité d'entretien de l'ascenseur sur le locataire. Il doit demander à son fournisseur de distinguer une partie de l'entretien qui est liée à l'usure, l'utilisation, et l'autre partie qui est de l'entretien d'investissement. Donc, l'entretien d'investissement, c'est pour le bailleur. L'entretien d'usure, c'est pour le locataire. Et donc, tous les mois, on paye ce qu'on appelle une provision sur charge, puisqu'on n'a pas les charges réelles tout de suite. Donc, il y a un budget qui est établi. Donc, par exemple, les espaces verts pour autant, le gardien pour autant, le chauffage pour autant, l'électricité des parties communes pour autant, l'ascenseur pour autant. Donc, ça fait, admettons, 100 € de charge de provision par mois. Ça fait 1 200 € à l'année. Et en fin d'année, ils font les comptes réels et ils remboursent ou ils demandent un complément au locataire. Et là, c'est là que nous, on intervient, puisque nos amicales, l'une de leurs principales actions, c'est d'aller contrôler la véracité de la facturation des charges locatives. Et les petits coquins de bailleurs, très souvent, en mettent plus qu'il n'en faut aux locataires. Puisque comme les augmentations de loyer sont généralement administrées par l'État, ils ne peuvent pas tirer sur la corde de l'augmentation de loyer et donc ils passent des charges qui ne sont pas récupérables. Et d'ailleurs, on a mis sur notre site internet un compteur qu'on appelle les euros de l'action. Et les euros de l'action,
c'est tous les montants des charges locatives que nos amicales, où elles arrivent à se faire récupérer. Alors, je ne sais plus à combien on est, mais ça commence à chiffrer beaucoup. Et donc, on récupère tous les ans de l'argent comme ça pour nos locataires qui se font abuser par les bailleurs, soit la mauvaise application du décret des charges, soit parce que, par exemple, ils facturent 4 tontes d'espace vert alors qu'il n'y en a eu que 3. Voilà. Donc, il y a une espèce de vérification populaire, donc c'est important, où on va contrôler et on ne peut le faire, on peut faire ce contrôle de charge que si on est en amicale de locataires. Mais vous avez accès facilement à l'ensemble de ces documents. Ah ben, c'est pas toujours gagné. Il y a une bataille qu'il faut organiser parce que quelquefois… qui permettent de vérifier la facturation. Ils ne veulent pas nous donner tous les éléments. Ou alors maintenant, en plus, avec le Covid, donc c'est un vrai problème là, concret. Avec le Covid, on ne peut plus aller sur place, donc ça se fait tout en dématérialisé. Donc, c'est un peu compliqué à opérer. Et d'autant plus que pendant la période 2020 où il y a eu du confinement, on a mis une alerte à nos amicales en disant attention, soyez vigilants. Et on l'a dit ça dès le mois de mars. Tenez un registre des prestations qui ne seront pas faites parce qu'ils ne vont pas nous les facturer. Voilà. Autre question, Eddy. Puisque ce que je comprends, c'est que ça, c'est intéressant pour nous parce que depuis 20 ans au Québec, on a un nouveau programme de construction qu'on appelle Accès Logis, qui repose un peu sur les mêmes principes que tu nous as expliqués. C'est-à-dire que le gouvernement subventionnait au départ la construction. Les offices devaient rembourser une hypothèque sur le reste des coûts des travaux. Hein. C'est ce qu'on appelle le programme Accès Logis. Mais ensuite, le programme doit s'autofinancer avec les loyers versés par les locataires. Et donc, si les dépenses augmentent d'exploitation, ben, à terme, c'est les loyers des locataires qu'on va augmenter. Et ça c'est beaucoup la nouvelle formule au Québec. Là, le logement modeste doit s'autofinancer. Donc, c'est important pour nous, comme locataires, de pouvoir contrôler les dépenses. Puis ma question, c'est quand ces logements-là vieillissent, puis qu'on doit donc procéder à des rénovations importantes, des travaux majeurs de modernisation, pour nous, ça va être un enjeu parce que est-ce que les offices vont avoir les moyens de rénover ces immeubles-là et est-ce qu'on va facturer les locataires pour les énormes coûts de rénovation? Chez vous, vos HLM, puisqu'il y en a plusieurs qui sont très âgés, la question des rénovations, ça doit être aussi un enjeu. Est-ce que les offices font des rénovations ou sont dans l'incapacité financière d'en faire? Puis est-ce qu'on veut facturer ces dépenses-là aux locataires? Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va peut-être refaire une session Zoom spéciale sur la rénovation, si tu veux. Non, alors, pour résumer la situation, c'est vrai que normalement, il y a dans le prix du loyer, il y a une petite quote-part qui va tous les ans de côté pour justement ce qu'on appelle une provision pour travaux pour rénover les bâtiments. Donc, ça veut dire que normalement, dans le plan de financement, l'argent des locataires, le loyer des locataires ne devrait pas couvrir totalement l'emprunt. Il devrait y avoir une petite part en plus qui est mise de côté et que, par exemple, tous les 5 ans, eh bien, on puisse faire des travaux, des rénovations. Actuellement, donc ça, c'est un principe de bonne gestion, on va dire. Bon. Donc, il y a ce premier phénomène-là. Mais pour des réhabilitations lourdes, parce qu'en plus, actuellement, depuis très longtemps, enfin depuis une vingtaine, une quinzaine d'années, on a ce qu'on appelle une agence spéciale qui s'appelle l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU, qui normalement a des crédits spéciaux et en fonction des quartiers prioritaires, donc qui sont déterminés par cette agence, par le gouvernement évidemment, hein, c'est une agence de gouvernement, eh bien, elle va attribuer des crédits, mais des crédits très lourds pour rénover complètement le quartier. Donc, il va y avoir de la démolition, de la reconstruction, on va refaire des carrefours, enfin, c'est carrément un réaménagement du quartier en touchant à tout. Voilà, donc c'est vraiment du très important. Mais ce qui nous inquiète, nous, c'est que justement, depuis 2017, avec l'arrivée au pouvoir de M. Macron,
qui est, je dirais, je pense, famille avec Madame Thatcher en Angleterre, qui est un libéral pur et qui ne supporte pas en fait qu'il y ait un secteur administré des HLM qui touche, ça pèse au niveau du poids économique, le montant des HLM sur une année, en gros, c'est 20 milliards d'euros quand même, hein, les HLM en France, 20 milliards d'euros. Et donc, M. Macron, il voulait absolument que les HLM s'autofinancent. Voilà. Et ça, c'est très dangereux. Et donc, il a mis en place plein de dispositifs toxiques pour les locataires. Notamment, il a fait une ponction qu'on appelle, alors là, je rentre dans le détail, mais c'est important, ce qu'on appelle la réduction de loyer de solidarité. Donc, c'est une baisse des loyers avec une baisse des APL. Mais en gros, c'est une ponction de 2 milliards par an sur les organismes sociaux. Et ça, nous, on l'a dénoncé en 2017 parce que c'est un véritable danger que, Robert, tu soulignes dans Action Logis, c'est ça, hein, où finalement, les bailleurs n'auront plus à terme la possibilité de rénover leur parc. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont le vendre au privé. Donc, la façon de privatiser le HLM en France, c'est de l'asphyxier financièrement au détriment du locataire, évidemment, qui va se voir être vendu à un bailleur privé, moi que j'appelle des prédateurs. Hein, voilà. Donc ça, c'est un autre aspect des choses. Et actuellement, il y a beaucoup de choses qui se font sur ce qu'on appelle la rénovation thermique, c'est-à-dire la rénovation par rapport à tout ce qui est effet de gaz à effet de serre et les économies d'énergie dans les bâtiments. Donc là, il y a tout un programme spécifique qui va être mis en place. Donc l'argent, l'État préfère mettre de l'argent là-dedans que dans la construction actuellement. Sauf que, comme tout est vicieux, il y a une loi qui permet d'imputer aux locataires une partie théorique de l'investissement en fonction des économies que va réaliser l'opération de rénovation thermique. En gros, ça veut dire que je reprends ma quittance, ma facture de loyer. Il va y avoir pour certains le loyer, il va y avoir les charges locatives, il va y avoir le surloyer et j'aurais dû en parler avant, c'est ce qu'on appelle la troisième ligne, c'est la quote-part. Pendant 10 ans, ça peut aller jusqu'à 10 ans, le locataire, il paye une partie de l'investissement au prétexte qu'il est gagnant sur ses factures d'énergie. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la troisième ligne, ça veut dire la contribution des locataires au paiement des économies d'énergie, des rénovations thermiques. Voilà. Donc, pour résumer à la question, l'entretien des bâtiments, donc c'est la provision pour travaux qu'on constitue normalement quand on a de la marge sur les loyers. Donc là, c'est la gestion normale. Soit c'est ensuite c'est le NPNRU, l'ANRU, hein, l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Soit c'est le dispositif de rénovation, ce qu'on appelle la rénovation thermique des bâtiments, ou soit c'est pas du tout. Et là, on ne fait pas et on laisse les bâtiments se dégrader et ça finira mal. Et est-ce qu'on assiste en France à une dégradation du parc HLM? Oui. Oui, parce qu'il y a des endroits, si on n'est pas, par exemple, en ANRU, hein, pour reprendre l'abréviation, si on n'est pas en ANRU et qu'on est dans un quartier difficile, un vieux quartier, souvent les premiers HLM des années, enfin, d'après-guerre, hein, puisqu'il y a eu tout un programme de construction. Après-guerre, ça a construit, il y avait les grues et ça construisait comme ça. Hein, les grues, elles se passaient les immeubles de l'analogue. Les grues, elles ne bougeaient pas, mais ils construisaient de chaque côté, en fait, de la grue. C'était ce qu'on appelle la construction après-guerre. Et dans des quartiers comme ça, quelquefois un peu isolés, eh bien, les quartiers sont beaucoup dégradés avec aussi une paupérisation de la population au niveau économique et un enclavement du quartier avec quelquefois, vous entendez à la radio ou à la télé des violences urbaines.
c'est pas qu'aux États-Unis, hein, ça existe aussi en France, hein, avec des émeutes, ou des quartiers où la police n'a plus le droit d'aller, les pompiers sont caillassés. Enfin, il y a des endroits, en fait, chaque ville a un petit peu son quartier chaud, quoi. Voilà, où c'est compliqué pour y aller. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, je reviens à l'idée de mixité sociale, de dégradation. Donc, c'est une espèce de, de cercle infernal, en fait. Voilà. Et souvent, c'est les mêmes bâtiments où il y a les plus pauvres et les plus dégradés au niveau des bâtiments. Vous avez mené une campagne, ce que vous appelez ça, nous, c'est une expression qu'on n'utilise pas, mais le logement indigne. Et le logement indigne. Aider. Indigne. Aiding. Mon accent n'est pas bon. Il y a, de très, très, très mauvais logements, des taudis. Je pense à Marseille, par exemple, il y a des HLM qui se sont, si je ne me trompe pas, c'était du logement social. Les logements se sont littéralement écroulés. Donc, vous avez mené une campagne contre le logement indigne. Indigne? Oui, oui. J'avais compris. Je croyais que tu parlais anglais, Robert, d'un seul coup. Donc, j'avais compris. Indigne. Alors, je me dis, mais. Non, non, indigne. Donc, il y a même des logements sociaux qui se sont écroulés d'eux-mêmes tellement ils étaient dégradés et laissés à eux-mêmes. C'était des logements privés à Marseille. Ah, d'accord. Alors, mais il y a du logement, il y a parfois, hélas, aussi du logement indigne dans le parc privé, dans le parc social. C'est plus rare, mais il y en a quand même, et notamment sur l'île de la Réunion, on a une fédération qui se bat beaucoup là-dessus, et ce sont des bailleurs sociaux où il y a du logement indigne. Par contre, ce qui s'est passé, et là-dessus, c'est aussi ce qu'on appelle, nous, un taudis. Hein, un taudis. Je ne sais pas si ce mot-là, le même terme, oui. Vous avez, voilà. Donc, en fait, il y a des bâtiments qui sont dans les centres-villes, notamment à Marseille, c'est ce qui s'est passé. Et il y a eu près, je crois, d'une dizaine de morts il y a 3 ans, je crois maintenant. Les immeubles se sont effondrés parce qu'ils n'étaient pas du tout entretenus. Les propriétaires étaient ce qu'on appelle, nous en France, on appelle ça des marchands de sommeil. En fait, ce sont des gangsters du logement, c'est-à-dire des gens qui louent des taudis à des populations très fragiles économiquement. Et les gens, ils ont le choix. Soit c'est la rue, soit c'est le taudis. Donc, ils prennent le taudis au risque de mourir, soit parce que l'immeuble s'effondre, ou soit de mourir parce qu'il y a plein de problèmes de santé publique avec des choses pas sympas dans l'appartement ou dans la maison. Et du coup, les enfants, ils ont de l'asthme, ils ont du saturnisme, enfin, ils ont plein de maladies. Et donc, ça nous, on appelle ça les marchands de sommeil, alors qu'on a rebaptisé à la CNL les marchands de cauchemars. Voilà. Et là-dessus, on lutte contre ça, et on a lancé en effet sur Twitter un hashtag. Alors, je ne sais pas si on dit comme ça au Québec un hashtag, mais c'est le petit signe là, balance ton taudis. Balance ton taudis. Ça veut dire signale-nous que tu n'es pas bien logé pour qu'on puisse intervenir. Alors là-dessus, c'est vrai qu'il y a des dispositifs légaux qui nous permettent d'intervenir disons, pour mettre en sécurité les locataires concernés. Mais c'est compliqué. Eddy, je te pose une dernière question, puis après ça, je laisse nos amis te questionner à leur tour. Mais vous avez, au niveau des amicales, je crois qu'il y a une obligation dans la loi française pour les offices d'habitation annuellement de s'asseoir avec les amicales et de convenir de, je pense que vous appelez ça un plan de concertation locative. En tout cas, j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que l'idée que chez nous, c'est un peu la même chose. Hein, on travaille beaucoup à ce que les associations de locataires puissent négocier avec les offices un certain nombre de choses chaque année, là, que ce soit sur les loyers, que ce soit les améliorations qu'on veut voir apporter à l'habitat. J'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus sur est-ce que ça fonctionne, les plans de concertation locative? Est-ce qu'on peut s'inspirer de ça? C'est quoi les bons côtés et les limites?
Alors oui, c'est vieux, ces plans de concertation locative qui sont mis en place avec une loi progressiste en 2000, à l'année 2000, à laquelle mes prédécesseurs notamment avaient participé à la coélaboration avec notamment les parlementaires de l'époque. Hein, donc la CNL, elle avait participé à ça. Et donc c'est vrai que ça part du principe un petit peu comme dans le monde du travail, d'obliger, comme tu le dis, d'obliger le bailleur à s'asseoir à la table des négociations avec les associations de locataires représentatives pour discuter l'amélioration du patrimoine, de l'information des locataires, des problèmes que les locataires peuvent rencontrer, de plein de sujets en fait, de plein de sujets de ce qu'on appelle la concertation. Et donc concerter, ça veut dire on se parle de nos problèmes réciproques et on essaie de trouver une solution adaptée qui soit acceptable aussi bien par le bailleur que par les associations de locataires. Et en plus de ça, il y avait la possibilité également d'avoir des moyens financiers, un financement de cette concertation. Puisque vous avez aussi une aide à la porte, et donc nous, on avait aussi, il y avait une possibilité de financement. Voilà, donc il y avait un côté financier. Alors, la loi de 2000, elle avait oublié de mettre l'obligation, elle avait dit le plan de concertation locatif peut prévoir un financement. Et donc, il y avait des bailleurs qui avaient dit, bah, si on peut, on n'est pas obligé, donc on ne le fait pas. Et donc, il y a une loi, notamment la loi égalité-citoyenneté, qui en 2017, sous un amendement de la CNL, a proposé donc une obligation de financement. Et donc maintenant, le financement se fait, alors à minima, vous allez peut-être rire parce que vous avez beaucoup plus, et nous on était contents parce que déjà c'était bien d'avoir un minimum. Donc c'est minimum de 2 € par logement. Ces 2 €, ils sont répartis parce que vous savez que nous en France, on a des élections dans le parc social tous les 4 ans. Et tous les 4 ans, les locataires du parc social vont voter pour leurs représentants au conseil d'administration. Et ces 2 €, ils sont répartis en fonction du pourcentage qu'on réalise aux élections. Et donc, c'est vrai qu'on a fait passer cet amendement-là, nous, dans la loi, aux grandes dames de nos concurrents, parce que nous, on a toujours, enfin, jusqu'à présent, je touche du bois, nous étions toujours la première organisation de locataires avec le taux de résultat. Voilà. Voilà, donc la concertation, c'est à la fois la discussion, l'amélioration de l'habitat. C'est un endroit où on peut évoquer plein de sujets, en fait. C'est intéressant parce que c'est en dehors du conseil d'administration. Parce que dans le conseil d'administration, et je crois que vous avez ce genre d'organisme aussi chez vous. Hein. Ben, on s'est inspiré d'ailleurs de chez vous pour revendiquer les comités consultatifs de résidents voilà. Qui existent depuis 2002 au Québec. C'est pour ça d'ailleurs que, comme on s'est inspiré de vos concertations locatives, ben, on est toujours curieux de voir comment vous procédez. J'imagine que ça dépend de la bonne ou de la mauvaise volonté des offices d'habitation. Lorsqu'on se retrouve avec un office d'habitation qui est plus progressiste, ça doit être plus facile. Puis quand on se retrouve avec un office qui est plus réactionnaire, ça doit être plus difficile. Oui, parce que nous, il n'y a pas de… En fait, c'est très lié aussi, notamment les offices publics, sont très liés à la couleur politique de la collectivité. Hein. Mais après, bon, j'aurais encore plein de choses à vous dire, mais je pense que peut-être qu'il faut refaire une session peut-être sur ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'actualités. On est très inquiets, nous, sur le logement social, parce que dans la loi aussi, depuis 2017, le gouvernement, donc son objectif, c'est de privatiser à terme le logement social et surtout de les regrouper. Donc, il y a tout un système de regroupement qui, pour nous, alors je sais que vous êtes plutôt favorable, mais nous, on n'est pas favorable parce que quand on se regroupe, on perd des administrateurs et on perd de la proximité avec les locataires. Parce que nous, ils ont mis un curseur à 12 000 logements. C'est-à-dire qu'un organisme qui a moins de 12 000 logements ne peut plus rester tout seul. Il doit se rattacher à un autre ou créer une espèce de société mère et s'affilier à une société mère
et il faut qu'il y ait plus de 12 000 logements. Voilà. Et nous, dans les regroupements, on revendiquait l'idéal, ça aurait été un minimum de 300. Donc, on n'est pas du tout à la même place. Voilà. C'est pour ça que… Pour offrir des services décents. Ouais. Voilà, c'est ça. Vous, c'était pas la même préoccupation, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est pas comparable, en fait. Voilà. Mais donc, chez vous, c'est le regroupement des offices, ça donne des entités de combien de logements? 35 000, quelquefois. Et juste pour le bénéfice de tout le monde, Eddy, vous représentez combien de locataires chez vous? Nous, on affiche 70 000 familles adhérentes. Mais il y a 4 millions de HLM en France. Voilà. Il faut dire que vous, vos membres, ce sont vraiment des adhérents, des gens qui signent et qui paient chaque année une carte pour être membre de la CNL. Mais vous représentez quand même l'ensemble des résidents. C'est-à-dire que vous défendez les 4 millions de familles qui vivent en HLM. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas forcément la carte, mais qui œuvrent aussi dans la cité. Quelquefois, ils n'ont pas les moyens. La carte, elle est pas. En gros, la carte n'est pas très chère. Hein. C'est du 30 € par an en moyenne. Hein. Je donne un chiffre moyen. Mais quelquefois, pour les familles, c'est trop à l'année. Et donc, ils n'adhèrent pas. Mais c'est pas pour ça qu'ils n'adhèrent pas financièrement, qu'ils n'adhèrent pas à donner un coup de main à l'amicale et à être actifs, quoi. Voilà, c'est aussi ça. On prend une carte par famille. Ça veut dire que s'il y a un monsieur, madame, eh ben, c'est une carte par famille. Donc, ça veut dire que c'est vrai qu'on touche beaucoup de monde quand même. Donc, les membres chez vous sont les associations à la fédération. Ce sont les personnes, c'est la distinction que je voulais faire. Chez nous, ce sont les associations et les comités consultatifs qui sont membres. Est-ce qu'il y a aussi les associations qui deviennent membres chez vous ou c'est simplement par le biais des personnes? Puis il y a combien d'associations de locataires peut-être? Alors, on a à peu près… je vais diminuer le chiffre parce qu'on a un chiffre officiel de 4 600 amicales, mais je pense qu'il est en dessous. On doit avoir à peu près 4 000 amicales locales, ça veut dire des associations de cage d'escalier ou de quartier ou de bâtiments. Ça veut dire que l'amicale, par exemple, il y a le bâtiment, une résidence, eh bien, il y a l'amicale, je ne sais pas si la résidence s'appelle Tartampion, il y a l'amicale Tartampion, voilà, du quartier de machin. Et donc, tous les gens qui adhèrent, ils sont de l'amicale. Et l'amicale, ensuite, donc, on va chercher au porte-à-porte la cotisation. On prend la cotisation, mettons 30 €. On reverse la partie à la fédération départementale. Parce qu'on a des départements, nous, on a 90 départements en France, hein, à peu près, sans compter l'outre-mer. Et la fédération départementale encaisse la partie de la fédération et la partie nationale de la carte. Et ensuite, elle reverse à l'association nationale. Nous, on récupère au niveau national 13,50 €. Voilà. Mais par contre, la fédération de Paris, elle peut vendre la carte 40 € et la fédération de Lille, elle peut la vendre 25 €. Ça dépend de plein de choses. Voilà. Okay. Donc, c'est bien une cotisation individuelle dans le cadre d'un collectif, mais c'est bien, on a bien des adhérents institut personnel, ça veut dire des personnes qui sont adhérentes et non pas des structures. Bon, ça nous permet un peu c'est sûr qu'on s'éloigne un peu du sujet de départ, mais moi, je pense que ça nous fait réaliser c'est une chance qu'on peut avoir quand l'État favorise l'organisation des locataires ou la défavorise. Chez nous, tu l'as dit tantôt, on reçoit actuellement 26 $ de la porte et je pense qu'il y a une reconnaissance du droit d'association, puis il y a une aide à s'associer. Ma question, c'est, je comprends que chez vous, c'est beaucoup plus difficile. Vous êtes encore plus méritant, je dirais, d'avoir autant d'amicales quand vous devez vous battre pour le financement et aller chercher de la poche même des gens qui sont à modeste revenu. Si nous, on avait à faire ça, je pense qu'on aurait une énorme difficulté. De devoir cotiser volontairement, l'adhésion volontaire
à 25 ou à 30 dollars de chaque personne, je crois qu'on aurait beaucoup, beaucoup moins de membres. Ma question, c'était, actuellement, par exemple, dans l'organisation des locataires, c'est important d'avoir des espaces communautaires pour être capable de se réunir, de faire des activités de toutes sortes. Vos amicales, est-ce qu'elles ont un droit à des locaux? Comment ça se vit? Alors, logiquement, dans certaines dispositions législatives, mais qui ont été abandonnées au niveau des constructions, alors j'ai plus les dates en tête, mais en tout cas, il fut un temps où dans chaque bâtiment, il fallait construire, si on construisait 100 logements, il fallait autant de mètres carrés de ce qu'on appelle un local collectif réservé, un LCR. Hein. C'est pas la même chose que chez vous, hein. Mais voilà, un LCR, donc un local collectif réservé. Et normalement, si l'amicale se crée, elle a le bailleur, il doit donner des moyens à l'association, et notamment le LCR doit lui être affecté. Mais ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, il n'y a plus d'obligation de construction de LCR. Donc, c'est bien dommage. Et ça, c'est une revendication aussi de la CNL, parce que nous, on pense que pour bien militer, il faut qu'on ait un local où on peut réunir les locataires. Il faut qu'on ait un panneau d'affichage fermé à clé, où on peut mettre de l'information, et puis des moyens financiers. Alors, par rapport aux 26 dollars, nous, on a quand même aussi les PCL, qui sont bon, 2 € par logement. Certes, c'est moins, mais on a aussi plus de logements. Oui. Ça veut dire que, par exemple, on peut très bien avoir une amicale implantée dans un bailleur uniquement dans un quartier, et on va recevoir les 2 € de toute la France, même si on n'est pas implanté. Ça veut dire que le bailleur est obligé de verser 2 € minimum par logement, y compris où on n'est pas implanté. Donc c'est quand même, ça compense un petit peu le faible taux qui apparaît quand même, hein, mais il y a plus de volume et on n'est pas obligé d'être implanté. Ça veut dire que si moi je me présente aux élections, il faut juste se présenter aux élections. Si on est présent sur le patrimoine au niveau des élections, on a le droit de percevoir le PCL. Donc ça, c'est intéressant. OK. On peut peut-être passer aux questions qui ont défilé dans le chat. Donc, elles sont de différents ordres. Donc, premièrement, il y a quelqu'un qui nous demandait, peut-on affirmer qu'en France, ce ne sont pas que les plus mal pris qui ont accès au logement social? Je pense qu'on y a répondu un peu. Et le logement accessible le logement social, pardon, est-il accessible aux travailleurs moyens? C'est sûr que là, quand on compare des euros puis des dollars canadiens, là, ça a l'air vraiment disproportionné de notre côté. Mais est-ce que de façon générale, c'est accessible pour les travailleurs moyens en France? Alors, il ne faut pas être vraiment un gros moyen, hein. Il faut être un petit moyen. Mais un petit moyen, oui. Par exemple, en 2009, on a une ministre qu'à la CNL, on exècre, c'est Madame Boutin, qui était ministre de M. Sarkozy. Et moi, j'ai bonne mémoire, on n'a pas oublié les manifestations qu'on a faites contre elle. Et elle a, d'un coup de baguette magique, elle a abaissé de près de 10% les plafonds d'accès au logement social. Et on ne cesse, nous, de dire qu'il faut les relever, donc de 10% déjà, minimum. Mais nous, on va plus loin, on dit qu'il faut les augmenter de 25%. Donc, ça veut dire que, d'ailleurs, c'est intéressant la question parce qu'il y a un gros sujet en ce moment, c'est que, par exemple, une infirmière qui est chez nous, comme chez vous, je suppose, ce qu'on appelle les premiers de ligne au niveau de la guerre contre le Covid, eh bien, une infirmière en début de carrière, elle ne peut pas forcément rentrer dans une catégorie dans un PLAI, par exemple. Dans un logement social PLAI, elle ne peut pas rentrer, elle gagne plus. Au niveau du plus, enfin, la catégorie plus, hein, au milieu, l'HLM moyen, c'est limite. Donc, je crois qu'on avait fait l'étude d'ailleurs, puisque je voudrais remercier, on va remercier aussi la collaboratrice qui a préparé
le PowerPoint que je vous ai diffusé, hein, qui est Noémie Gagnère, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, et elle a très bien préparé ce PowerPoint avec les indications que je lui avais données en fonction de ce que vous attendiez. Hein, donc, je pense qu'il faudra la remercier aussi tout à l'heure. Donc, elle avait fait une petite étude justement sur le fait que les infirmières, en fait, ne peuvent pas rentrer dans le logement social. Donc, on est bien sur la classe moyenne. Et nous, on l'avait dénoncé, ça. Voilà. Donc, on est, je dirais, pour répondre à la question précisément, oui, les petites classes moyennes, elles vont pouvoir encore accéder au logement social, mais vraiment limite. Et il y a un débat actuellement en France, c'est qu'ils s'aperçoivent justement et ils veulent mettre en place des dispositifs parce qu'ils se rendent compte que les infirmières, eh bien, elles sont obligées de loger très loin de l'hôpital, alors qu'il y a des logements sociaux tout près, mais comme elles sont au-dessus des plafonds, elles ne peuvent pas rentrer. Et donc, ils sont pris à leur propre piège. Donc, ils essaient actuellement de trouver des biais un peu compliqués pour faire une espèce de passe-droit de certaines catégories de population salariées en première ligne. Voilà. Donc, ils sont pris à leur propre piège de non-mixité sociale. Voilà. C'est dommage, hein, parce que c'est vrai que moi, je suis pour, mais le problème, c'est qu'on va pas, on peut pas faire du scoring pour tout, quoi, en fait. OK. Une autre question, en fait, qui nous vient de Ludmila de Montréal, elle demande, dit, dans certains pays, il existe l'option de rachat graduel du logement social par les locataires à leur choix. Est-ce que ça existe, cette option-là, chez vous? Nous, on sait qu'à Vienne, il y a des magnifiques logements sociaux, incroyables aussi, où l'achat d'un logement social est possible. Ça existe en France? Alors, pour acheter son logement social, donc ça va pas être graduel, mais il va y avoir des possibilités. Alors déjà, la CNL, nous, on est contre la vente du logement social parce qu'on estime qu'il n'y a déjà pas assez de logements sociaux et donc on estime que celui qui veut acheter, il doit se débrouiller autrement. Il y a des solutions, hein, voilà. Donc, actuellement, donc, on peut racheter son logement social puisqu'il y a tout un programme de vente du logement social en France, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le gouvernement, il voulait absolument l'autofinancement. Et donc, il dit aux bailleurs sociaux, bah, si vous voulez construire, vendez vos joyaux et avec les sous, vous allez construire de nouveaux logements sociaux. Donc, il y a la possibilité de racheter son logement social en France. Et de mémoire, je pense qu'il peut y avoir une décote. Donc, ça répond un petit peu à la question. Il y a une décote en fonction du taux de la durée de location. Si par exemple j'ai été locataire 10 ans, eh bien je vais avoir une petite décote de 10 ans plus importante que mon voisin s'il a été là que depuis 5 ans. Donc, c'est un peu pour répondre à la question. Donc, c'est des choses qui existent. Mais nous, ce qu'on préconise à la CNL, si on veut acheter son logement social, c'est de passer par l'accession sociale à la propriété. Donc, c'est un système. Souvent, on passe par parce qu'on a aussi des logements coopératifs en France. C'est un système qui permet de rester, en fait, vous allez basculer dans l'achat de votre logement, mais vous avez la possibilité, si vous avez un pépin financier, de revenir en arrière et de revenir locataire dans le même logement. Donc, c'est ça, c'est l'accession sociale à la propriété. Donc, ça aussi, on pourra peut-être un jour en parler. Voilà, mais ça, c'est une autre façon d'accéder à son logement. Mais foncièrement, la CNL se positionne contre cette idée. Ah oui, non, on est contre la vente. On n'est pas contre l'accession sociale à la propriété parce qu'on pense que c'est ça la solution, mais on est contre la vente pure et dure du logement social à leurs locataires. Parce que ça fait une perte. Voilà, ça fait une perte on retire du parc des logements sociaux alors qu'il en manque 2 millions. Il y a 2 millions de personnes qui attendent des logements sociaux. OK, merci. Eddy, au niveau des services de proximité, une question. Je sais que vous avez donc de très gros offices là, qui gèrent souvent donc des milliers ou des dizaines de milliers de logements. C'est des gros offices. Là. Chez nous, on n'en a pas beaucoup des comme ça. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un préjugé favorable au fait d'engager des locataires habitant les habitations, de créer de l'emploi pour eux?
je te pose la question parce que chez nous, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que systématiquement, les offices ne veulent pas fournir d'emploi aux résidents. On préfère engager des gens qui sont à l'extérieur des habitations lorsque, par exemple, pour faire des tâches de conciergerie ou d'entretien des espaces verts. On n'a pas un préjugé là, de dire, bien oui, si c'est possible, créons de l'emploi pour par exemple, ayons des concierges résidents ou bref, et je me demandais si chez vous, il y a cette approche-là d'essayer de créer des emplois pour les résidents eux-mêmes lorsque c'est possible. Alors, généralement, alors, nous, il y a des concierges et des gardiens. Les concierges, en fait, ils sont logés, il y en a de moins en moins. C'est-à-dire que normalement, il fut jadis, moi, quand j'étais petit, j'avais la concierge et on n'avait pas intérêt à trop faire le fou dans les cages d'escalier parce qu'elle nous attrapait et hop, elle allait voir nos parents et c'était vite réglé. Donc, il y avait les concierges qui habitaient là, sur place, et qui étaient des résidents. Simplement, ils étaient avec une mission spéciale de conciergerie, donc de surveillance, voilà. Donc ça, c'est les concierges. Il y en a de moins en moins. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les gardiens, c'est-à-dire des gens qui viennent ponctuellement. Donc, quelquefois, ils habitent dans la résidence, mais pas toujours. Voilà. Et pour tout ce qui est espace vert, entretien des espaces verts, à moins d'avoir vraiment un bailleur très, très progressiste qui va essayer de travailler avec une société d'insertion pour que ce soit les résidents qui soient embauchés dans la société d'insertion pour que ce soit eux qui aient le marché de rénovation, d'entretien. Bon, il n'y a pas forcément de plan d'emploi des résidents eux-mêmes, en fait, non plus. Non plus. OK, merci. Donc, bon. Là, c'est une question plus spécifique. C'est peut-être Robert qui va pouvoir lui répondre. Peut-on savoir s'il y a un fonds de rénovation pour les accès logis et on demande à qui? Parce qu'on fait évidemment le parallèle avec le fonds de réserve à la rénovation. Oui, mais là, il y a Mme Lefebvre qui demande comment on fait pour avoir cette information-là, nous, au Québec. D'accord, mais écoutez, ici aussi, là, depuis 20 ans, dans le programme Accès Logis, il est prévu chaque année qu'on doit contribuer à créer ce qu'on appelle une réserve de remplacement. Donc, c'est sensiblement la même chose que ce que Eddie nous expliquait tantôt. Là. À même nos loyers, il y a une partie de notre loyer qui va dans un compte de banque qu'on appelle réserve de remplacement. Et c'est prévu pour que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on puisse s'en servir pour rénover les toitures, par exemple. Mais ce n'est pas sans problème. On constate là, que beaucoup de projets en accès logis n'arrivent pas, tout simplement pas à mettre suffisamment d'argent dans les réserves de remplacement. Puis, on va se retrouver avec un problème sur les bras là, peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, où des projets d'habitation n'auront pas suffisamment d'argent pour faire les rénovations prévues. Et là, il va falloir se retourner vers qui? Bien, il va falloir se retourner vers les gouvernements et faire des pressions politiques pour obtenir des subventions à la rénovation. Ça fait que le modèle français, là, les termes ne sont pas les mêmes, mais quand on passe à nos nouveaux programmes depuis 20 ans là, de construction, là, notamment Accès Logis, le logement abordable, c'est les mêmes, mon terme n'est pas bon, là, mais c'est les... S'il n'est pas bon, je ne l'utiliserai pas. C'est les deux mêmes sources de financement, hein? Les subventions à la rénovation, à la construction, et ensuite l'aide à la personne pour aider les gens à payer un loyer. C'est les deux sources de financement qui ne s'avèrent pas suffisantes dans le fond. Les subventions à la rénovation ne sont pas suffisantes, puis l'aide à la personne n'est pas non plus suffisante. Donc, nos offices vont se retrouver avec des habitations déficitaires. Et c'est pas long qu'on va devoir crier au secours, crier famine, puis, y compris à ce niveau-là. Mais j'arrête là-dessus. Eddie, moi, j'ai trouvé très intéressant ton exposé, mais tu as été un peu court, je dirais, c'est correct, là, sur la suite des choses.
tu parlais beaucoup, par exemple, du danger de privatisation du parc HLM en France. Vous voyez ça vraiment comme un véritable danger. Ce n'est pas juste on ne crie pas au loup parce qu'on y voit la queue. Là. Vous avez vraiment des raisons très sérieuses d'affirmer ça. Puis là-dessus, je pense j'aimerais ça t'entendre parce que nous, au Canada, je dis nous au Canada. Oh là là. Moi, au Québec et nous au Canada, dans la province voisine, en Ontario, on assiste à ça, là, des HLM âgés, déficitaires, où les offices d'habitation font le choix de vendre certaines habitations pour faire des profits. Et avec les profits, on continue d'assumer la bonne gestion du parc existant. Est-ce que c'est sensiblement la même chose chez vous? Alors, je vais répondre par un exemple. Maintenant que vous connaissez bien Action Logement, vous savez ce que c'est Action Logement? Eh bien, le gouvernement de M. Macron, pour vous illustrer nos inquiétudes, il a demandé à Action Logement de créer au sein même de ces structures une structure pour racheter en bloc les HLM, puisque je ne sais plus le chiffre, ils avaient un objectif, je crois, de vente sous réserve, mais je pense que c'était 40 000 logements par an. Ils voulaient vendre 40 000 logements par an aux locataires. Mais le problème des locataires HLM, c'est que vous avez vu les plafonds d'accès, ils ne sont pas très élevés. Et donc, il n'y a pas forcément la capacité financière à acheter tout de suite. Donc, les locataires, ils ne se précipitent pas pour répondre aussi à la question là, sur les ventes progressives. Les locataires, ils boudent un peu le rachat. Hein. C'est un peu la légende là, de dire qu'on veut racheter son logement. Il y a des locataires qui sont très bien locataires et qui veulent le rester. Et donc, ils ont dit, comme ils voyaient que ça ne bougeait pas trop, la vente, les bailleurs sociaux, ils n'avaient pas trop envie de vendre, ils ont dit, bon, eh bien, on va obliger Action Logement à créer une entité spéciale. On va lui obliger de la doter. Donc, le gouvernement se sert de l'argent d'Action Logement comme son propre argent. C'est sa deuxième banque. Il y a la CDC, d'accord, la banque publique, et puis il décide comme ça que Action Logement, il va mettre 1 milliard sur la table pour doter cette nouvelle filiale d'Action Logement. Et cette filiale, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle rachète en bloc les HLM. Donc, elle fait un appel à tous les organismes en disant moi, je vous rachète vos logements. Donc, elle rachète carrément le pâté de maison, enfin la résidence. Le bailleur social, il reste gestionnaire. C'est compliqué, hein, ce que je vais expliquer un petit peu. Il reste gestionnaire. Et après, Action Logement, la filiale d'Action Logement, elle démarche individuellement les locataires qui sont restés, qui ont été rachetés sans aucun, pour essayer de leur vendre l'appartement. Donc, c'est une espèce c'est de la privatisation, ça. Ils ont créé une filiale avec l'argent des salariés pour racheter en bloc les appartements, les bâtiments, et après, ils essaient de vendre, voilà. Et donc, ça veut dire qu'ils sont en train de se doter d'outils pour vendre après au privé. Et surtout, ils ont asséché le nerf de la guerre. C'est une expression française, je ne sais pas si chez vous aussi on le dit. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc, pour mener à bien leur politique de privatisation du parc social, eh bien, ils assèchent financièrement les organismes avec la fameuse ponction dont j'ai parlé tout à l'heure en 2017 de 2 milliards d'euros par an et qui s'inscrit dans le temps. C'est une espèce d'impôt HLM. Ils ponctionnent 2 milliards d'euros. Alors, on a réussi parce qu'on s'est mobilisé, c'est un peu moins, c'est plutôt, on a réussi à faire 1,3 milliard. Hein. Mais au départ, c'était annoncé 2 milliards. Et finalement, avec des accords, des machins, on en est à 1,3 milliard. Bon. Et en gros, c'est 1,3 milliard.
eh bien, c'est de l'argent en moins pour les locataires finalement, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu, il va y avoir un problème de rénovation. Et donc, un peu comme tu viens de me l'expliquer, à terme, eh bien, les bailleurs ils vont devoir vendre une partie de leur parc pour financer presque l'entretien du reste. Et ce qui est un peu compliqué, c'est qu'ils ont même introduit des outils, comment dire, les offices publics, ils peuvent aussi faire entrer des actionnaires privés dans leur conseil d'administration. Donc, ils sont en train de tout doucement et de mettre en place des outils pour accélérer la privatisation à terme. Il y a combien de En fait, ce qu'ils locataires? veulent, c'est que les offices publics, ça loge les plus pauvres et que tous les petites classes moyennes, eh bien, elles soient logées par du privé. En gros, moi, je pense que vous connaissez le jeu, le Monopoly. Et donc, là, on est dans le Monopoly. C'est-à-dire qu'il va y avoir, ils sont en train de jouer au Monopoly en mettant les plus pauvres dans des ghettos de pauvres. Et ceux qui ont un peu de moyens, ils vont les mettre dans le logement intermédiaire qui va devenir du privé. Voilà. Voilà un petit peu la philosophie, quoi. Tu nous parlais tantôt des locataires sur des élections que vous tenez là, aux 4 ans pour élire des locataires sur les conseils d'administration des offices. Il y a combien de locataires sur vos conseils d'administration? Alors, là, les dernières élections en 2018, on est sorti des urnes avec 605 élus sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire que quasiment, alors il faut savoir que dès l'instant qu'on présente une liste, la CNL, on gagne. Soit en première position, à 65% en première position, et après, sinon, c'est en deuxième ou en troisième. C'est quasiment rare où on n'obtient pas un poste. D'accord. Mais c'est quoi le ratio de locataires sur les conseils d'administration? J'aimerais ça t'entendre un peu sur le vécu des. Est-ce que c'est difficile d'être locataire, administrateur dans un office en France? Parce qu'ici, on a cet enjeu-là. On a 2 ou 3 locataires sur chaque conseil d'administration. C'est pas évident, c'est pas facile pour eux le combat d'être un bon représentant. Chez vous, c'est comment? Alors, chez nous, locataire, ça rime avec minoritaire. Hein. C'est-à-dire qu'automatiquement, le pauvre administrateur locataire, il est automatiquement minoritaire dans le conseil d'administration, puisqu'au pire, il va se retrouver avec quelques collègues à lui qui sont aussi d'autres organisations de locataires, parce que contrairement à chez vous, nous, on a des concurrents au niveau des élections. Et donc, on a des ratios, ça va être 3 contre 20, quoi. Donc, évidemment, mais par contre, ça permet quand même d'agir, de faire des motions, de les titiller, quoi, en fait. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc, ça dépend aussi du degré de combativité de nos administrateurs. Et donc, c'est vrai que c'est dur. C'est dur parce que d'être tout le temps minoritaire, c'est compliqué. Par contre, quelquefois, il faut savoir quand même que dans les conseils d'administration, on a aussi les représentants des syndicats de salariés. Et quelquefois, on arrive à avoir des convergences de vote avec les syndicats de salariés. Voilà. Donc, c'est un travail. Donc, évidemment, ça sera plus facile dans des offices ou progressistes que dans des offices réactionnaires, évidemment. Mais c'est pas facile. Mais donc, nous, on essaye de faire aussi des formations pour nos administrateurs. On leur envoie des notes techniques, des argumentaires. Voilà. Donc, on avait un leitmotiv cette année, c'était de voter, enfin, comme tous les ans, on leur dit de voter contre les augmentations de loyer. Il faut savoir que là, ils ont quand même, malgré tout nos préconisations, on avait dit, nous, 2021, c'est 0 augmentation de loyer et 0 expulsion. Il y a quand même des offices qui ont fait les 0,65 parce qu'il y a un minimum en fait. Hein, ils ne peuvent pas faire trop. Et donc, les 0,65 qui étaient autorisés par le gouvernement, il y en a qui sont allés à ça, à 0,65, malgré le vote des administrateurs. Il y a d'autres endroits, ils ont dit cette année, c'est 0.
Dans le même ordre d'idée du pouvoir des locataires ou de l'influence sur la gestion, on a Lucien Dionne tout à l'heure qui nous demandait, avez-vous des systèmes d'évaluation par sondage ou autre pour évaluer l'évolution de la qualité des services? Puis quel rôle les associations de locataires peuvent jouer pour influencer la qualité des services offerts? Ben, en fait, ça, on n'a pas de système de sondage, hein. On n'a pas cette possibilité-là. Par contre, après, c'est justement dans les conseils de concertation locatifs où les choses comme ça, elles peuvent être, si par exemple, il y a plein d'entrées qui ne sont pas bien nettoyées par le personnel de ménage, si les ascenseurs sont toujours en panne, si le chauffage ne se met pas en route, eh bien, ça va se discuter dans les conseils de concertation, plus que dans le conseil d'administration. Dans le conseil d'administration, on est plus sur des décisions stratégiques, et dans les conseils de concertation, on va être sur des problématiques du quotidien. Et donc là, on a un pouvoir là, c'est toujours pareil, ça dépend de la vivacité du militant. Si on a des militants qui ne sont pas très combatifs, ben, ils ne vont rien obtenir. Mais moi, j'ai des endroits où, par exemple, pour vous donner une idée, tout à l'heure, je vous ai dit, le PCL, le moyen financier des PCL, c'est par exemple, c'est 2 € minimum. On a des endroits où c'est 5 €. Parce que les militants, ils ont imposé leur loi chez le bailleur en disant, nous, on a besoin de 5 € pour faire de la vraie concertation, nanana, et ils ont obtenu des choses intéressantes. Donc, tout est dans le pouvoir de… Nous, on est quand même sur le rapport de force à la CNL. Hein. Le rapport de force. Alors, on n'est plus dans le temps jadis, dans les années 50, où on faisait des grèves de loyer. Hein. C'est fini, ça. C'est fini. Mais, dernière question, avant de faire une espèce de grand résumé de tout ça. Depuis le début, là, on parle de l'aide à la pierre et de l'aide à la personne. Avec 100 quelques années d'expérience de la CNL, est-ce que tu es capable de nous en dire un peu plus sur les coûts à long terme? Parce que au début, tu nous as parlé de l'aide à la pierre suffisante à ce que les locataires sont en mesure de payer. Est venue ensuite l'aide à la personne. Donc, quand on veut trouver un équilibre entre l'aide à la pierre et l'aide à la personne et les coûts à long terme, est-ce que vous avez une analyse là-dessus? Alors, nous, je vais répondre en provocateur. Pour nous, la CNL, le monde idéal, ce serait qu'il n'y ait plus d'aide à la personne. C'est qu'on ne sorte que des loyers faibles. Pourquoi je dis ça? Donc, si je disais ça sur une antenne télé, je me ferais couper la tête par tous les militants de la CNL, évidemment, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui, l'APL, ça représente une partie importante de leurs ressources et de solvabilisation de leur loyer. Mais je vous parle dans un monde… On bâtit à nouveau, là. Un nouveau monde, le monde d'après. Ouais. Le monde d'après, c'est plus d'aide à la personne, que de l'aide à la pierre massive pour sortir des loyers faibles dont les locataires seront capables d'assumer la charge. C'est ça qu'on veut, nous, la CNL. Sauf que là, le chemin, il est énorme. Parce que le danger… Alors, on a eu… Vous savez, la CNL, on fait un petit peu de politique quand même. Hein. On regarde les choses de près. On a eu un président de la République qui s'appelait François Hollande. Et il avait, quand il était candidat, il avait une annonce importante en disant « Moi, président, je doublerai l'aide à la pierre ». L'aide à la pierre, avant qu'il n'arrive, elle était à 500 millions d'euros. Sauf que M. Hollande, il a dû se tromper il a dû prendre une mauvaise calculette où le chiffre multiplié par 2 eh bien, est devenu divisé par 2. Puisque à la sortie, parce que c'est un peu un magicien, M. Hollande, avec un coup de baguette magique, il a créé un fonds qui s'appelle le FNAP, le Fonds national d'aide à la pierre, dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure parce que je vous ai un petit peu épargné. Correct. Le FNAP, le Fonds national d'aide à la pierre, en fait, il est financé par l'État et par les bailleurs sociaux, c'est-à-dire les locataires. Donc, en gros, l'État donne 250 millions et les bailleurs, ils donnaient 250 millions. Et donc, on avait un fonds, voilà. Donc, il nous avait dit, vous verrez, comme ça, je doublerai à terme. Voilà. Bon, finalement, le magicien, là, il s'est trompé sur sa calculette parce que quand il est parti en 2017, les aides à la pierre étaient divisées par 2.
les aides à la pierre de l'État. Parce que moi, je dis, l'aide à la pierre piquée dans le portefeuille des locataires, ce n'est pas l'aide à la pierre, ça. C'est de l'autofinancement. Donc, il a divisé par 2 l'aide à la pierre. Et maintenant, l'aide à la pierre, elle est même plus de 250 millions, elle est à peine de 80 millions. Donc, elle est en train de disparaître. On va vers l'autofinancement total. Et donc, moi, je dis, il faut absolument, progressivement, rétablir l'aide à la pierre pour faire baisser le niveau des loyers. Parce que qu'est-ce que ça a eu comme effet aussi, le fait que les loyers HLM sortent chers? Ça a eu un effet sur le parc privé qui a aligné ses loyers plus haut en disant bah, un HLM c'est 500 €, bah, moi je peux faire 520 ou 530. Alors que si le HLM avait été à 200 €, quand le locataire aurait comparé le loyer entre 200 et 500 ou 520, il aurait dit ah, dis donc, c'est le double du prix c'est le double du prix. Et donc moi je dis il faut réintégrer progressivement l'aide à la pierre pour arriver à baisser les loyers. Et petit à petit, vous verrez qu'il y aura moins d'aide à la personne. Donc, on y arrivera. Bon, et ça, c'est quand je serai président de la République. Hein, donc, mais ce n'est pas demain la veille. Ben, écoute, Eddie, j'aimerais te remercier parce que on est au moment de la conclusion. J'aimerais te remercier du temps que tu nous as consacré. Je sais que tu as beaucoup d'autres choses à faire, ça fait qu'on apprécie grandement. C'était pas facile de nous expliquer pour qu'on puisse comprendre les complexités du modèle français, mais je pense que tu as fait notre initiation puis, de façon bien claire et compréhensible. Là. Donc, tu as fait œuvre utile pour nous, je t'en remercie. Je remercie aussi donc Noémie du travail en amont qu'elle a fait là, pour nous rendre ça plus facile à comprendre. Sur peut-être 2 choses, ce que tu nous as dit, ça va nous être utile parce qu'on est dans... Ça nous ouvre un peu les horizons. Là. Souvent, les questions de financement du logement social, oui, c'est des questions complexes, mais c'est essentiel parce qu'en bout de ligne, c'est ce qui fait que est-ce qu'on va être capable d'en réaliser un peu, beaucoup ou pas du tout? Puis, à long terme, où quel loyer on va y payer, puis ça va être pour qui? Là. Ça fait que c'est des enjeux, on n'y échappe pas, surtout qu'au Québec actuellement, d'ici 2 mois, 3 mois, le gouvernement du Québec doit élaborer un nouveau plan d'intervention en logement social. Donc, c'est des éléments qui vont nous être utiles dans notre réflexion, là, dans nos discussions. Puis, aujourd'hui, il y a plusieurs membres du conseil d'administration de la Fédération qui étaient présents à t'écouter. Ça fait que ça va nous aider dans nos réflexions. Donc, je t'en remercie beaucoup. J'aimerais aussi souligner le fait qu'à la CNL, moi, je pense que vous êtes vraiment... Moi, je vous suis toutes les semaines. Je regarde les combats que vous menez. Pour nous, vous êtes une source d'inspiration. Pour le meilleur, des fois, il y a des choses qu'on comprend moins, mais c'est normal. On a nos spécificités. Hein. La France, ce n'est pas le Québec, puis le Québec n'est pas la France, même si on se ressemble. Mais vous êtes une source d'inspiration. Je regarde, par exemple, comment vous vous battez actuellement contre les expulsions dans le parc HLM. Il y a des gens en raison de la COVID qui n'ont plus de revenus, qui sont incapables de manger ou de payer leur loyer. Vous menez une bataille vraiment très rigoureuse sur le fait qu'on ne devrait pas expulser les gens. Puis là-dessus, je pense qu'on a des... je vous regarde aller, puis vous êtes meilleurs que nous pour vous préoccuper, vous soucier. Non, mais sur la lutte contre les expulsions, oui. Puis je pense que sur d'autres domaines également, puis je pense que ça serait intéressant peut-être dans l'an prochain, si tu avais du temps, qu'on reprenne la discussion sur des enjeux, sur la participation des résidents. Là. Comment vos locataires, les militants de la CNL, sont actifs dans leurs amicales, sont actifs dans les concertations locatives, sur les conseils d'administration d'office. Je pense qu'on pourrait échanger là-dessus. Ça serait intéressant pour nous aussi là, de voir comment la CNL s'y prend pour épauler ses membres, vos revendications. Ça serait aussi une source d'inspiration pour nous, je pense, mais une prochaine fois. Oui, ben, en tout cas, moi, j'étais très content parce que j'ai appris des choses aussi avec vous aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut le souligner, ça fait plusieurs années qu'on
qu'on est sur un échange de bons procédés, d'informations, etc. Et je trouve que pour certains d'entre vous, je vous connais déjà, je suis déjà venu vous faire des petits coucous quand on avait encore le droit de voyager. Donc, j'espère que je pourrai revenir vous voir un jour de près. Évidemment, c'est important. Et évidemment, vous, en tout cas, je vous ai vu il n'y a pas très longtemps, en 2019 à Dieppe. Et Elisabeth à Vienne aussi, c'était en 2019. Hein, à Vienne, parce qu'on fait partie de l'IUT tous ensemble, là, l'Union internationale des locataires. Et je pense que ce partage d'expérience et cette mutualisation de réflexion, etc., ça fait avancer les locataires dans tous les domaines. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est important. Je signale également au passage qu'on a un nouveau membre francophone à l'IUT, qui est le Luxembourg. Donc, ça peut être intéressant, peut-être aussi d'imaginer une petite conférence francophone avec nos amis du Luxembourg et les Suisses, voilà, qui sont encore au bureau de l'IUT. Enfin, voilà, moi, j'ai plein d'idées pour les locataires pour qu'on puisse. Je crois que c'est important parce que les politiques et les bailleurs, ils s'organisent aussi au niveau international. Hein, donc, c'est pas étrange. Hein, il y a des similitudes, même si les choses, on ne les appelle pas pareil. On se rend bien compte que nos deux systèmes, ils sont quand même très proches, finalement, ou pas si éloignés que ça. Hein. Et donc, ça veut dire qu'eux, ils se sont organisés. Ils sont allés voir, voilà. Donc moi, je trouve que c'est bien et moi, j'étais très content de pouvoir répondre favorablement. On aurait pu aller plus loin, évidemment, mais moi, voilà, je vous le dis, si vous avez encore des demandes, on pourra évidemment compléter. Et n'hésitez pas, s'il y a des questions, je le dis, hein, s'il y a des amis qui sont présents là avec nous par Zoom, si vous avez des questions que vous voulez nous faire passer par la suite, n'hésitez pas. On est prêt à vous faire des petits compléments écrits ou des petites notes. Noémie, qui doit être là avec nous encore ce soir, elle sera un plaisir de vous répondre. Excellent. Merci, un grand, grand merci. Merci Merci. à M. Jacquemart, à Noémie Gagnère aussi pour sa collaboration. On va poursuivre le dialogue, c'est certain. C'est toujours très agréable et je crois aussi très utile parce que